Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Résonance. Aujourd'hui, nous sommes avec un expert avec lequel nous allons parler d'un sujet d'actualité. Il s'agit à la fois d'un sujet qui nous tient à cœur, puisque la RDC justement est concernée, mais aussi par un sujet qui touche le monde entier. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation de l'environnement en RDC, mais également l'impact du changement climatique qui intervient au cours de ces 10 dernières décennies. Nous sommes donc en compagnie de Claude Boyo, qui est à la présidence, un expert, et avec lequel nous allons justement décortiquer les questions autour de la gouvernance environnementale en République démocratique du Congo. Alors Claude Boyo, bonsoir. Bonsoir madame. Merci encore de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes énarque, mais surtout vous êtes expert dans les questions environnementales. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter à l'ensemble de nos téléspectateurs? Merci madame, je suis Claude Boyo, je suis énarque de la première promotion, mairie Patrice Lumumba. Je m'occupe de la coopération internationale au niveau du ministère de l'Environnement, la direction d'études de planification. Actuellement, je suis en détachement au cabinet du président de la République, où j'assiste le directeur de cabinet en charge des questions sociales avec un focus sur les questions environnementales. Mais aussi, je suis doctorant en relations internationales à l'Université de Kinshasa, où j'effectue mes recherches doctorales sur les questions de gouvernance environnementale, spécifiquement sur les questions de diplomatie du climat. Alors, la diplomatie du climat, on est déjà, je dirais, en plein dans le sujet. Est-ce que vous pouvez un peu nous placer un peu dans le décor? Comment se porte la biodiversité en République démocratique du Congo, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Voilà, la situation de l'environnement global. Je reviendrai sur les questions de la biodiversité. Vous savez, madame, la RDC, c'est un pays à méga biodiversité qui abrite des espèces fauniques emblématiques, qui est couverte d'une superficie forestière de plus de 67% de son territoire national, estimé aujourd'hui à plus de 155 millions d'hectares de forêt et qui représente pratiquement 60% des forêts du bassin du Congo et 50% des forêts de l'Afrique en général, et qui, aux dernières études, font de la RDC aujourd'hui comme un des premiers poumons verts de l'humanité, parce que au regard de ses capacités de séquestration de CO2, la RDC, les forêts du bassin du Congo aujourd'hui sont devenues les premiers poumons de l'humanité, contrairement à ce que beaucoup ignorent jusqu'aujourd'hui. Je pensais qu'on était le second plutôt. Non, nous sommes devenus le premier parce que les forêts de l'Amazonie, avec la déforestation qui est en cours, mais aussi avec la capacité des forêts de l'Afrique centrale, du bassin du Congo, les études prouvent de plus en plus aujourd'hui que les forêts du bassin du Congo ont une capacité d'absorption des émissions plus élevée que celle de l'Amazonie. Alors, quand on dresse ce tableau, parce que là maintenant vous nous dites que nous sommes premiers à travers le monde, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les réformes phares qui sont amenées pour sécuriser cette biodiversité, qui, il faut le rappeler, reste tout de même en danger, parce que nous-mêmes aussi, nous pratiquons la déforestation, notamment dans le but d'accroître les cultures vivrières et pratiquer la culture de subsistance. Et voilà, depuis le fait que nous ayons toutes ces ressources, nous faisons face à plusieurs défis. Défis de gouvernance, vous venez d'évoquer quelques-uns, mais aussi il y a cette question de sécurité qui impacte aussi négativement les réformes qui sont engagées au niveau du gouvernement. Conscient de ses responsabilités, le gouvernement s'est engagé à plusieurs chantiers de réformes qui ont abouti à la mise en place de plusieurs outils de gestion. Notamment, actuellement, nous avons une stratégie nationale sur la biodiversité. Nous avons une loi qui a été adoptée depuis 2014 qui venait d'être révisée tout sur la conservation de la nature. Mais aussi, nous avons plusieurs autres instruments sectoriels qui accompagnent la protection de l'environnement, notamment. Nous sommes actuellement en plein processus de rédaction de la politique forestière. Nous avons les chantiers en termes d'aménagement du territoire, parce que vous vous souvenez bien que le gouvernement, on avait un problème en termes de planification spatiale et que après un bon moment, nous avons engagé le processus de rédaction de notre politique d'aménagement du territoire, mais aussi une loi qui a été récemment adoptée et promulguée par le chef de l'État. Il y a un autre élément que je voulais souligner, madame, c'est que depuis que nous soyons une solution, depuis que nous soyons le poumon de l'humanité, la RDC se trouve aussi un des États les plus vulnérables au changement climatique. Selon les Nations Unies, aujourd'hui, la RDC occupe la 5e position au monde en termes de vulnérabilité. Ça suppose que nous avons des défis énormes.
Est-ce que, voilà, nous avons de défis énormes, pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer à l'échelle, justement, de cette échelle de vulnérabilité? Cette échelle de vulnérabilité, c'est qu'on évalue les capacités d'adaptation de chaque État par rapport à ses infrastructures, par rapport à ses capacités socio-économiques. Et si on prend tous les États, on se retrouve que les Congo, vous avez vu dernièrement les inondations que nous avons eues à Kinshasa, vous voyez tout ce qui se passe avec l'agriculture, notre agriculture qui est foncièrement saisonnière, qui dépend de pluie, et à chaque changement de la pluviométrie, ça impacte maintenant sur la capacité de production. Et du coup, nous les États qui dépendons des ressources naturelles, au fur et à mesure que nous avons un changement climatique, ça renforce notre vulnérabilité. Au regard de nos capacités, de nos infrastructures, de nos capacités économiques. Donc, nous nous situons dans un contexte un peu paradoxal, où d'un côté, nous sommes moins responsables, mais nous sommes très vulnérables. Parce que vous savez bien, l'Afrique aujourd'hui a 4% des émissions mondiales. Et si l'Afrique, dans la globalité, est responsable de 4% des émissions, vous imaginez ce que les Congo représentent en termes de pollution, en termes d'émissions. Nous avons 0% en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, nous nous retrouvons être parmi les premiers à subir les effets du changement climatique. À travers les 96% restants. Exactement, exactement. Et c'est comme ça que le gouvernement s'est engagé à élaborer le plan national d'adaptation, parce que dans le volet du changement climatique, il y a une partie d'action qui est engagée vers la réduction des émissions, mais aussi une autre qui est focalisée sur les questions de renforcement des résidences des communautés. Et c'est à ce titre que depuis 2022, nous avons un document de planification qui détermine les actions stratégiques que le gouvernement entend mettre en œuvre pour renforcer la capacité des populations, mais aussi de toutes les couches sociales de la population. Et en quoi ça va consister exactement? En fait, j'aimerais que vous puissiez traduire en des actions concrètes cet ensemble, cette batterie d'actions qui va être mise en place. Ben voilà, il y a plusieurs actions qui vont dans plusieurs secteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le changement climatique s'attaque au secteur des forêts, s'attaque le secteur de l'énergie, s'attaque à toutes les infrastructures, le renforcement des capacités, surtout avec les ménages. Vous voyez notre agriculture qui est dépendante de saison. Il faut renforcer les capacités des paysans qui sont en train de subir à coup le fouet des changements climatiques. Il faut voir comment renforcer nos infrastructures énergétiques, parce que vous voyez déjà tout ce que nous avons ici, s'il y a de plus, qu'est-ce que nous avons en termes d'inondation. Il faut renforcer également les capacités humanitaires, parce que le défi aujourd'hui n'est pas seulement environnemental, mais il touche presque tous les secteurs. Et après cela, mais le vrai défi que moi je voulais souligner ici, c'est que en allant à l'accord de Paris, nous avons ratifié l'accord de Paris en 2017 et nous avons soumis notre contribution déterminée au niveau national qui prévoit un certain nombre d'engagements, notamment cette question d'adaptation. Alors, si cette question d'adaptation, le gouvernement prévoit mettre en œuvre un grand nombre d'actions, mais avec un budget estimé pratiquement à 23 milliards de dollars. Mais alors, d'où va venir ce budget si l'on sait que, évidemment, nous sommes parmi les pays qui ont un faible revenu? Voilà. Et c'est ça le vrai défi, parce que vous imaginez, madame, 23 milliards à mobiliser d'ici 2030, ça suppose que si on prend les 23 milliards depuis 2021, il faut en moyenne 1 milliard 300 millions de dollars chaque année pour justement prendre en charge ces besoins d'adaptation. Est-ce que cela a déjà été fait? Ce qui n'est pas du tout facile, ce qui n'a pas été fait tout simplement parce que déjà vous avez vu à Copenhague, on a pris un engagement de mobiliser 100 milliards pour toute l'humanité et qu'on n'arrive toujours pas. Et les Congo se trouvent dans cette situation-là et que l'architecture globale des finances climatiques est dominée par les questions liées à la réduction des émissions plutôt qu'à l'adaptation, parce que l'adaptation concerne les pays en voie de développement, les pays qui ne disposent pas de capacités de résilience. Vous imaginez par exemple, il y a les fortes chaleurs. Quelqu'un qui est à Gombe ne peut pas ressentir cet effet, contrairement à quelqu'un qui vit à Bumbu, parce qu'à Gombe, vous avez la climatisation, vous avez tous les moyens d'adaptation. Mais celui qui vit au village avec cette chaleur, il y a un problème. En fait, c'est là où même on parle des questions de justice. Alors, la finance climatique aujourd'hui, ça pose problème
moi je pense, et ça c'est mon credo, il faut que chacun maintenant développe une certaine autonomie stratégique pour mobiliser le financement domestique parce que allez-y, terminez. Parce qu'à l'international, depuis qu'on a commencé avec la finance climat, le constat est tel qu'on n'arrive toujours pas. Tous les investissements que nous avons aujourd'hui viennent en majorité pour appuyer le processus de réduction des émissions. On a le processus RED et tous les autres mécanismes avec CAFI, justement pour appuyer les mécanismes, lutter contre la déforestation, pour protéger, pour conserver les espaces, mais pour renforcer la capacité de résilience des communautés. On a des sérieux problèmes. Et ça, c'est vraiment un défi que le gouvernement est appelé à prendre en charge. Si on vous donnait 5 ans pour actionner les leviers nécessaires pour que la RDC devienne une puissance, lesquels allez-vous activer dans le secteur de l'environnement? D'abord, sur l'investissement sur la recherche. Alors, parce que d'abord, nous avons un sérieux problème pour la production des données. Vous savez, madame, aujourd'hui, on parle des forêts, mais la question des cartographies des forêts, nous avons un sérieux problème. La question même de la définition des valeurs écosystémiques et de nos ressources naturelles, nous avons un sérieux problème. Donc, il faut appuyer d'abord ces recherches-là. Une fois que nous connaissons ce que nous valons, à ce moment-là, nous pouvons définir maintenant notre politique de rayonnement. Ça, c'est le premier investissement et il faut accorder beaucoup de moyens à la fois à l'administration, mais aussi aux chercheurs pour qu'ils nous disent ce que nous sommes. Les tourbières, nous les avons aujourd'hui, les ressources en eau, nous les avons aujourd'hui, mais nous avons du mal à les quantifier, nous avons du mal à déterminer les valeurs écosystémiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore un investissement qui est consacré. Et moi, je pense que si on y accorde assez d'intérêt, nous serons une puissance. Et ça va encore renforcer notre capacité de négociation, ça va renforcer notre capacité de conviction, tout simplement parce que quand on connaît ce qu'on est, on est capable de... On est fiers de ce qu'on est. Une autre question par laquelle nous allons petit à petit commencer à chuter. Vous avez tout à l'heure mentionné que le secteur de l'environnement dépendait essentiellement des aides extérieures et que généralement, ce n'était pas facile de mettre la main dessus. Alors, qu'en est-il de l'écotourisme aujourd'hui? C'est une tendance qui a permis à nombre de pays aujourd'hui à travers le monde à pouvoir renflouer leurs caisses. Et la RDC, avec son potentiel, pourrait très bien également se positionner par rapport à cette manne financière. Mais aujourd'hui, j'ai envie de poser cette question en 2 volets. Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on devrait faire pour accéder à cette source de financement? Ben voilà, madame, vous avez juste tout dit avec votre question. C'est que les pays disposent d'un potentiel énorme sur les questions de tourisme, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, demeure sous-exploité. Alors, les défis sont de plusieurs ordres, mais moi je pense que, en dépit de tout ce que nous avons comme question de gouvernance, il y a un problème d'abord de connectivité du pays, des questions des infrastructures qui posent problème, énormément de problèmes, mais aussi il y a cette question de sécurité. Parce que, vous savez, l'image aujourd'hui dégagée par notre pays à l'extérieur, c'est une image d'un pays en conflit, ce qui est aussi une évidence. Et cette image ne permet pas d'attirer de plus en plus les visiteurs dans notre pays. Moi, je pense qu'il faut, à notre niveau, voir comment établir une politique qui est tout à fait intégrée. Parce que la question du tourisme, comme je vous l'ai dit au départ, ce n'est pas une question tout simplement sectorielle, parce que ça touche les transports, ça touche les affaires étrangères avec la migration, ça touche les commerces, ça touche l'économie, ça touche la culture, ça touche aussi l'environnement parce qu'il y a les aires protégées qui sont là. Et du coup, il faut une politique tout à fait harmonisée, interministérielle, qui définit les orientations stratégiques de notre pays pour la promotion de cela. Et on voit dans la mesure du possible comment lever les barrières, parce qu'il y a plusieurs barrières aujourd'hui administratives, mais aussi socio-économiques, qui ne permettent pas, même les nationaux, d'effectuer le tourisme. Parce que vous voyez, vous voulez par exemple aller voir le Nirangongo, il vous faut combien aujourd'hui pour aller? C'est tout un investissement. Alors avec quelle capacité les populations disposent? Et donc, moi je pense qu'il y a tout un travail. L'analyse, le gouvernement a une loi déjà depuis 2014, je crois 2018, il y a une loi sur le tourisme. Il faut des outils stratégiques qui permettent de voir un peu un état des lieux global pour définir les meilleures orientations qui peuvent permettre maintenant le pays à développer son secteur de tourisme qui aujourd'hui, depuis les années 90, reste un secteur improductif.
Improductif, le mot est fort, choisi pour décrire cela. Ouais. Alors, merci encore à vous d'avoir été des nôtres, Monsieur Claude Boyo. On va terminer sur une question un peu plus personnelle. Quel est votre livre de chevet en ce moment? Livre que je suis en train de lire, Frédéric Henson, La Voix de la puissance. Okay. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Alors, j'ai juste une petite phrase que j'aime beaucoup, que je lis, qui dit on ne devient pas puissant par hasard. Ah, ça dit tout. Voilà. Merci encore, Monsieur Claude Boyo. Je rappelle que vous êtes énarque et expert en questions environnementales. Merci d'avoir été donc l'invité de Résonance. On vous remercie pour votre attention. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très rapidement avec un nouvel invité.